Salut, bienvenue pour ce nouvel épisode du Bureau des méthodes. Cette semaine, c'est un épisode un peu particulier puisque, contrairement à mon habitude, je ne reçois pas un praticien mais plutôt un chercheur. Salut Léo. Bonjour Marc. Alors toi, tu es chercheur. Voilà, je suis diplômé de l'IEP de Grenoble. Sur quoi porte ta thèse ? Moi, je travaille spécifiquement sur les relations historiquement tissées entre l'État et les mouvements et fédérations d'éducation populaire, avec comme fil rouge la question de savoir ce qu'il reste du projet politique émancipateur de l'éducation populaire au regard de ces relations et des jeux d'influence réciproque qu'exercent l'État et les mouvements. Ta thèse, elle est sur une période bien particulière ? Oui, je travaille sur la période qui va de la Libération jusqu'au milieu des années 80, avec essentiellement 3 mouvements que j'étudie, des processus. Le premier, il va de la Libération jusqu'à 1958. C'est l'entrée en administration de l'éducation populaire, création d'un ministère, d'une direction, avec des personnels, des inspecteurs, des fonctionnaires, et puis un foisonnement associatif extrêmement important sur la période. La seconde période, c'est celle qui va de 1958 jusqu'au milieu des années 70. C'est la période de la cogestion, donc une action menée de concert entre les pouvoirs publics et les fédérations et mouvements d'éducation populaire, avec des choses qui peuvent être parfois assez conflictuelles, des enjeux stratégiques entre complémentarité et rivalité. Et puis c'est aussi la période de la professionnalisation, avec l'introduction des diplômes de l'animation et puis la fondation des IUT entre autres. Et puis la dernière période, c'est celle qui est amorcée dans les années 70 et qui est l'amorce du retrait en fait, du désengagement de l'État, qui va fondamentalement bouleverser le mode d'action de ces mouvements et fédérations qui vont être un peu mis en difficulté, qui vont devoir remodeler un peu leurs projets pédagogiques, politiques. Alors justement, quand on relit notamment les textes qui étaient publiés à cette période-là, on constate qu'il y avait une certaine radicalité dans les discours, une certaine peut-être des pratiques un peu différentes. Est-ce que tu peux parler un peu de la mutation des principes politiques qui sont mobilisés par les associations d'éducation populaire ? Oui, je pense que tu as raison de dire que ce sont des discours. C'est-à-dire que la radicalité, c'est aussi un moyen de distinction dans un paysage associatif, donc il faut aussi le prendre comme du discours. Maintenant, effectivement, il y a un certain nombre de mutations qu'on observe qui vont dans le sens, qu'on pourrait dire, d'une pacification des rapports, ou en tout cas plus modestement d'une modification du militantisme, avec des engagements qui vont être moins contestataires, qui vont être plus ponctuels, qui vont être plus locaux. Pour autant, on ne peut pas dire que la professionnalisation est complètement ôter tout potentiel subversif au militantisme. Ça a participé à la refonder. Pour autant, les associations, fédérations et mouvements d'éducation populaire, ils gardent un horizon militant de transformation sociale, de formation citoyenne, qui lui reste identique. Parce que c'est vrai qu'effectivement, on a tendance aujourd'hui à opposer militantisme et professionnalisation. Qu'est-ce que tu peux en dire de ça, toi ? Je dirais que c'est un discours un peu rétrospectif, puisque si on regarde les acteurs à l'époque, les archives, on se rend compte qu'ils ont réclamé pour partie la professionnalisation. Ça paraissait une très bonne chose que l'on puisse vivre d'un engagement militant dans l'éducation populaire. Donc il y a eu une demande de normalisation, de réglementation, de diplôme. C'était une bonne chose que de pouvoir être un animateur municipal, par exemple, c'est quelque chose de réclamé. Rétrospectivement, on se rend compte qu'effectivement, ça induit, comme je le disais, une modification des formes d'engagement militant, et puis une certaine perte de radicalité peut-être. Pour autant, les gens qui sont aujourd'hui, qui œuvrent dans le secteur de l'éducation populaire, ils se pensent comme des militants, ils agissent comme tels. Ça ne veut pas dire que ça a fait du coup disparaître tout ce potentiel-là. Alors il y a un certain nombre d'associations d'éducation populaire qui sont devenues des opératrices des politiques publiques, qui agissent de concert, parfois en délégation de services publics. Est-ce que tu as une vision un peu particulière là-dessus ? Tu dis qu'elles sont devenues, je dirais que ça fait un moment qu'elles le sont, puisqu'il y a une imbrication qui est très forte, qui est importante, et qui est le mode de fonctionnement normal finalement de ces associations qui se pensent comme des formes de prolongation, ou en tout cas qui exercent des missions de service public. Ce qui change beaucoup, c'est effectivement le mode de délégation qui passe par de la contractualisation, qui passe par des appels à projets, et qui va du coup modifier la structure aussi de ce que font ces associations, et une forme d'instrumentation du fait qu'elles perdent en partie le pouvoir d'autonomie qu'elles ont dans la définition de leurs projets. De quand date la fin des subventions automatiques et le passage à un financement par projet ? C'est un mouvement qui s'opère à partir des années 70,
qui s'opérationnalise au milieu des années 80 et qui renvoie plus fondamentalement au mode d'exercice, à la structuration de l'État à ce moment-là, mais c'est un processus qui vient essentiellement de là. Alors, je voudrais te proposer un petit jeu de rôle pour finir. Mettons-nous dans la peau d'un militant ou d'une militante de l'éducation populaire des années 60 et qui arriverait par magie en 2019. Est-ce qu'il reconnaîtrait nos associations, nos fédérations, nos mouvements d'éducation populaire ? C'est difficile de répondre sans mettre une forme de jugement. Je dirais modestement, je ne sais pas s'il les reconnaîtrait, au même titre que je ne sais pas s'il reconnaîtrait d'autres institutions comme l'école ou les médias. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la société dans son ensemble qui a évolué. L'éducation populaire, elle est aussi le reflet d'une époque. Pour autant, comme je te le disais tout à l'heure, il me semble que les combats qui étaient menés à cette période, ils restent d'une actualité prégnante, et il y a quand même des combats à mener en matière de démocratisation du savoir, de formation militante, de formation de la jeunesse, de citoyenneté. Ça reste des thématiques qui sont prégnantes et très actuelles. On te souhaite bon courage pour la fin du travail de thèse. Merci. C'est prévu pour quand, la fin ? C'est toujours assez difficile de s'engager, mais j'espère avoir soutenu en 2019. D'accord. À la fin de l'année. D'ici là, c'est vrai qu'on peut suivre un peu tes publications. Tu publies régulièrement, tu fais des contributions dans des regroupements associatifs ou pour des revues ? Oui, mais j'invite plutôt les gens que ça intéresse à lire des contributions de chercheurs plus chevronnés, ou des gens il y a beaucoup de littérature sur le sujet sociologique, historique. Et c'est quelque chose que j'invite à aller voir, puisque ça peut utilement éclairer l'action militante que de ce détour par l'histoire ou par les sciences sociales. Ça informe quand même sur beaucoup de questions qu'on s'est posées. C'est un laboratoire historique et pédagogique foisonnant et dont l'étude est absolument passionnante. Ces chercheurs, leurs articles, on en mettra les références dans la description de la vidéo. Nous, on se dit au revoir, et je dis aux spectateurs à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du Bureau des méthodes. D'ici là, n'hésitez pas à la partager, à l'envoyer par mail, par Twitter, par Facebook, à vos amis, collègues, etc. Salut! Au revoir!